BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview avec un invité exceptionnel. Surtout, il était à Marrakech hier, il repart demain à Washington. Pierre-Olivier Gourinchas, bonjour ou bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef économiste du FMI. Et effectivement, il y a eu les réunions annuelles du FMI et la Banque mondiale, réunions d'automne qui se déroulaient à Marrakech. Mais en fait, c'était prévu depuis longtemps. C'est pas un signe de soutien aux Marocains après le terrible tremblement de terre qu'ils ont connu. C'était prévu. Il n'en demeure pas moins. Je crois que c'est la première fois depuis 2003 que ça se passe dans un pays arabe et puis depuis 50 ans en Afrique. Tout à fait. Alors c'est quand même un soutien au Maroc et c'est une décision qui avait été prise en 2018 mais qui avait été reportée suite à la pandémie et après évidemment le tremblement de terre du mois de septembre, la question s'est posée de savoir si on pouvait maintenir ces réunions annuelles et tout le monde, je crois, voulait les maintenir. C'est un signe de soutien très fort. Alors d'où on regarde, on a de quoi s'inquiéter, hein, Pierre-Olivier Gourinchas, que ça soit évidemment que ça soit en Ukraine, on en a déjà beaucoup parlé, que ça soit en Arménie et que ça soit évidemment en Israël avec ces événements dramatiques. Vos prévisions, elles étaient plutôt optimistes. J'imagine que ça change quand même beaucoup la donne, ce qui se passe et ce qui va se passer. Alors, il est encore un petit peu tôt pour savoir. Donc, je vais commencer par faire un peu le point sur où est-ce qu'on en était, disons, il y a une quinzaine de jours, au moment où on a un peu bouclé notre cycle de prévision qu'on a présenté donc la semaine dernière à Marrakech. Donc, nous, ce qu'on voyait, c'est quand même une économie mondiale qui était en progrès, c'est-à-dire qu'on voyait un ralentissement. 3,5% de croissance l'année dernière, 3% de croissance en 2023, 2,9% en 2024, mais donc un ralentissement et surtout du progrès du point de vue de l'inflation. Donc une inflation qui allait baisser de 8,7% l'année dernière, 6,9% cette année, 5,8% l'année prochaine au niveau global. Donc quand même des signes de progrès. En même temps, pas une économie qui fonctionne à 100 à l'heure. 3% de croissance, c'est très en deçà de la croissance moyenne que l'économie mondiale a connue, mettons entre 2000 et 2019, c'est plutôt 3,8. Donc on n'a pas beaucoup de croissance. Alors maintenant, effectivement, on vit aussi dans une période où il y a une accumulation de chocs. On l'a connu avec la pandémie, on l'a connu avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on l'a connu avec le choc énergétique, la poussée de l'inflation, et maintenant, on peut se poser la question de savoir si on va pas avoir de nouveaux chocs qui vont venir déstabiliser l'économie mondiale, que ça passe par et l'énergie, les marchés de l'énergie, etc. Mais je crois qu'il faut rester très très prudent, on suit ça de très près, et pour l'instant, les marchés de l'énergie, les prix du pétrole ont un peu remonté, mais pas énormément, et je crois qu'il faut voir comment la situation va évoluer. Voilà, qu'est-ce qui serait pour vous l'élément déclencheur et de revoir ces prévisions? Parce que quand le FMI revoit ses prévisions, c'est quand même un événement. Vous n'en êtes pas du tout là, on l'a bien compris, mais en même temps, qu'est-ce qui pourrait faire que vous ayez de quoi les réviser? Très clairement, si on avait une remontée très forte des prix du pétrole, par exemple, liée à une instabilité au Proche-Orient, au Moyen-Orient, ou à d'autres facteurs par ailleurs, puisqu'on avait quand même eu une remontée des prix du pétrole entre le mois de juin et le mois de septembre, qui était liée à des réductions de production par les pays de l'OPEC sur cette période-là. Donc nous, nos estimations nous disent si on a un prix du pétrole qui monte d'environ 10%... Donc ça le met à combien ? Alors 10%, comme il est à peu près à 90 actuellement, on va passer presque à 100%. Ça, vous partez de 90. Donc partant de 90, si on monte de 10%, donc on arrive à peu près à 100, ça va faire baisser la croissance mondiale d'à peu près, ça va baisser de 0,15%, et ça va augmenter l'inflation de 0,4% sur l'année de cette augmentation-là. Donc un effet qui n'est pas négligeable, et évidemment il faut suivre ça de près. Le risque géopolitique, j'en parle un peu tous les jours ici, effectivement, parce que c'est devenu la première cause d'inquiétude pour les gouvernements et puis pour les chefs d'entreprise. Pour vous aussi, ça devient le premier risque aujourd'hui ? Alors, un des risques sur lesquels on a beaucoup travaillé, c'est ce qu'on appelle la fragmentation géoéconomique. Oui, ça c'est votre grand mot. Oui. Voilà. Alors, c'est pas simplement lorsqu'il y a un conflit militaire, un conflit armé. C'est ce qu'on voit monter, c'est les tensions commerciales. Ce qu'on voit monter, c'est les mesures qui sont prises par certains pays qui interdisent l'exportation de certaines de leurs matières premières ou qui mettent des sanctions commerciales sur d'autres pays. On a vu les tensions entre la Chine et les États-Unis. On a vu les sanctions qui ont été imposées par les pays du G7 vis-à-vis de la Russie.
à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et ce genre de mesures se sont accumulées. On le voit très bien qu'il y a une accumulation de ces mesures sur les dernières années. Et on craint qu'il y ait une forme de déglobalisation qui s'enclenche et qui vienne effectivement appauvrir l'économie mondiale. Oui, en même temps, c'est des déglobalisations. On voit bien que ça peut être, ou démondialisation, ça peut être aussi un bien parce que ça veut dire relocalisation. On va en parler, juste une question. Niveau de l'inflation, vous avez dit pour vous, plutôt la bonne nouvelle, à supposer que justement elle ne reparte pas avec l'augmentation des prix de l'énergie, c'est que elle reflue. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que les banques centrales changent leur politique monétaire pour l'instant un peu restrictive, avec la hausse des taux, forte hausse des taux d'intérêt? Alors, pas encore. Pourquoi ? Parce que effectivement, l'inflation a commencé à baisser. L'inflation globale, donc l'indice des prix à la consommation, a commencé à baisser. On le voit en France, on le voit ailleurs, on le voit un peu partout dans le monde. L'inflation sous-jacente, donc qui exclut les prix de l'énergie, les prix des produits alimentaires qui sont souvent volatiles, et donc elle aussi a commencé à refluer. Mais elle reste quand même assez persistante. Et ce qu'on voit dans nos projections, c'est que le retour de l'inflation vers les cibles de banque centrale, donc dans aux alentours de 2% pour la BCE, 2% pour la Réserve fédérale américaine, ça ne se fera pas avant 2025. On est quand même plus près de 4 qu'on est près de 2 actuellement. Donc il est quand même un peu tôt pour resserrer, pour desserrer la politique monétaire. Il faut continuer à maintenir une politique monétaire restrictive. Donc vous appelez à de nouvelles hausses de taux d'intérêt, Pierre-Olivier Corinchas. J'ai bien écouté ce que vous... Non. Si on est logique, si on poursuit votre raisonnement. Non, parce que pour l'instant, les banques centrales ont remonté les taux de manière très agressive sur l'année dernière. Et une partie de l'effet de ce durcissement monétaire, il va se faire sentir, il a commencé à se faire sentir, d'ailleurs il est déjà là, on le voit sur les marchés de l'immobilier, on le voit sur les octrois de crédit, mais il va continuer à se faire sentir. Donc le resserrement est déjà dans le pipeline et il va continuer à se faire sentir. Il n'y a pas besoin, à notre avis, de remonter les taux plus haut que là où ils sont, étant donné les dynamiques d'inflation, en dehors, si on n'a pas de mauvaise surprise, disons. Mais par contre, il n'est pas question, de notre point de vue, de baisser les taux directeurs tant qu'on n'est pas plus près des cibles d'inflation. D'accord. On reviendra sur la Chine un peu plus tard, mais je voudrais quand même qu'on parle de la France, pardonnez-moi. Mais en même temps, vous êtes français, vous pouvez comprendre ça. Il y a aujourd'hui une conférence sur les bas salaires sous l'égide de la Première ministre. La question, on voit bien que la question, c'est comment faire pour augmenter les plus bas salaires. Il y a la priorité, c'est le pouvoir d'achat. Est-ce que pour vous, c'est vraiment, vous en tant qu'économiste du FMI, est-ce que pour vous, c'est effectivement une des priorités que doit avoir un gouvernement, et notamment le gouvernement français? Moi, je crois c'est tout à fait légitime qu'il y ait une discussion autour du pouvoir d'achat. Ce qu'on a vu avec la montée de l'inflation en 2021-2022, et encore en 2023, c'est quand même une érosion considérable de ce pouvoir d'achat. Il y a une inflation cumulée qui est quand même très importante. Et les salaires, au début, n'ont pas suivi. Donc il y a eu une érosion du pouvoir d'achat. Et il est tout à fait légitime que dans ce contexte-là, il y ait des revendications qui cherchent à rattraper un petit peu cette érosion du pouvoir d'achat, un petit peu à la compenser, à augmenter les salaires pour revenir à des niveaux de revenus réels qui soient à peu près similaires à ceux qu'il y avait avant. Alors, dans le contexte européen, il y a une petite nuance à apporter. C'est quand même une partie de cette inflation, et ça, on a fait beaucoup de travaux là-dessus, et on voit très bien que l'inflation européenne, elle est très liée à la montée des prix de l'énergie. Or, l'énergie en Europe, c'est un bien importé. On en produit très peu. Donc, lorsque les prix de l'énergie augmentent, c'est un chèque que l'Europe envoie au reste du monde, aux producteurs à qui on achète les sources primaires d'énergie. Et donc, l'Europe a été appauvrie par le choc énergétique, et quelque part, cet appauvrissement, il doit se répercuter sur les acteurs économiques. Et donc, il est difficilement envisageable d'avoir un rattrapage complet en termes de salaire réel, comme il est difficilement envisageable d'avoir un rattrapage complet. Il a été pour l'instant, lorsqu'on regarde finalement, notamment le SMIC est pour cause parce qu'il est indexé, mais il y a quand même eu un certain rattrapage. Est-ce que pour vous c'est dangereux parce que justement ça nourrit l'inflation? Ça peut nourrir l'inflation si il y a ce qu'on appelle des boucles prix-salaire qui s'enclenchent, mais notre analyse là-dessus est quand même assez claire, et c'est quelque chose qu'on a dit depuis le 2022, ça fait un an qu'on étudie ça de très près, c'est que nous n'avons pas pour l'instant de signes
de déclenchement de boucle prix-salaire qui serait une raison supplémentaire de durcir les taux et d'essayer de ralentir l'activité économique. Il y a un mécanisme de rattrapage qui n'est pas complet au niveau global. Effectivement, il y a certains types de revenus, le salaire minimum qui sont indexés, les pensions sont aussi indexées, mais sur l'ensemble de la distribution des salaires, on n'a pas une indexation complète. Mais donc, si j'ai bien compris, ça ne doit pas forcément être une priorité. Vous comprenez que la discussion se déroule, mais pour vous, dès lors que c'est surtout un choc énergétique, il n'est pas nécessaire d'augmenter les salaires. Non, mais il y a une partie de l'inflation qui s'est répercutée sur les prix assez rapidement et plus lentement sur les salaires. Donc, il est normal qu'il y ait une discussion. Donc, c'est quoi votre préconisation ? La préconisation, c'est que les questions de pouvoir d'achat sont des questions essentielles pour les Français qui nous regardent. Mais il faut le faire. Donc, il faut en discuter. Il faut avoir. Mais est-ce qu'il faut la résoudre, cette question de, vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il faut prendre des décisions un peu comme les questions de toute façon, aujourd'hui ? Les décisions sur les bas salaires, à mon avis, de ce que j'en comprends, elles ne sont pas prises directement par le gouvernement. Il y a un salaire minimum qui est légiféré, mais sur les salaires minimums, après, c'est des accords entre les acteurs, les branches. Oui, non, mais vous, votre préconisation en tant que FMI ? Notre préconisation, c'est que s'il y a un rattrapage, ce n'est pas nécessairement une source d'inquiétude. Ce rattrapage-là est légitime, il est normal, tant qu'il est raisonnable, et donc on n'est pas particulièrement impliqué. Et sur les dynamiques de salaire qu'on a vues en France ou ailleurs dans d'autres pays européens, on n'a pas vu de dynamique qui serait explosive sur ce sujet-là. Ce qui est quand même très frappant, c'est quand même, ça se voit pas trop, je trouve, à travers vos prévisions et les propos que vous avez tenus la semaine dernière, c'est le décrochage européen quand même. Parce que cette question, l'appauvrissement du pouvoir d'achat, lorsqu'on voit qu'en France, le salaire médian est 2 000 €, lorsqu'on vit notamment en Ile-de-France, on se dit qu'on ne sait pas comment les gens peuvent faire. Mais c'est vrai aussi en Allemagne, qui sont quand même les deux moteurs économiques de l'Union européenne. Là, est-ce que ce décrochage ne vous saute pas aux yeux ? Il nous saute aux yeux depuis un certain temps. Et puis alors là, on le voit très bien. Effectivement, c'est un des thèmes de notre dernier rapport. C'est les divergences qu'il y a entre différentes régions du monde, à la fois au sein des pays riches, au sein des pays émergents et entre les deux groupes. Et ce qu'on voit très bien, par exemple, c'est que l'économie américaine se porte plutôt bien. En fait, nous avons révisé à la hausse nos prévisions de croissance. Et que par contre l'économie européenne a subi un choc qui est plus important, puisqu'on en a parlé, ce choc énergétique. Nos prévisions de croissance sont quand même à 0,7% pour l'année 2023. L'Allemagne est en récession, à moins 0,5%. Et donc, on va avoir une difficulté en Europe qui est un peu plus importante et un retour à la croissance qui va être un peu plus compliqué. Ensuite, quand on regarde à moyen terme, c'est aussi quelque chose qui nous inquiète, c'est que ce qu'on voit, c'est que le rattrapage du choc du Covid, ce qu'on appelle les cicatrices du Covid, lorsqu'on regarde si les économies ont réussi à revenir à leur niveau pré-Covid ou à la tendance qu'on pouvait prévoir, qu'on pouvait anticiper pour l'économie, en 2019, c'est-à-dire en imaginant que le Covid n'ait pas eu lieu. Les États-Unis sont déjà au-delà. Les pays de la zone euro n'ont pas encore rattrapé la tendance dans laquelle ils s'inscrivaient en 2019 et avant. Et les pays émergents et les pays pauvres sont encore plus bas. Donc il y a vraiment une grande disparité sur les trajectoires de moyen terme. Oui, vous pensez que l'Europe est un peu victime de cette guerre entre les États-Unis qui se portent quand même plutôt bien, la Chine, même si justement vous avez des prévisions de croissance, vous les avez revues plutôt à la baisse, est-ce que l'Europe peut se retrouver un peu coincée ou disparaître dans une trappe, puisqu'on parlait de trappe économique, trappe mondiale, dans cette fragmentation économique que vous avez décrit ? Alors il y a effectivement un ralentissement de la Chine qui est lié à ce stade essentiellement aux problèmes qu'ils ont sur le marché immobilier. Ils ont une crise immobilière qui est assez importante et qui est loin d'être résolue. Donc on a évidemment la croissance de la Chine est à 5% cette année, c'est un chiffre élevé, mais ce qui est beaucoup plus bas que les chiffres de croissance auxquels on aurait pu s'attendre pour ce pays-là. Et on anticipe une croissance plus faible encore l'année prochaine, aux alentours de 4,2%. Donc une révision à la baisse à la fois en 2023 et en 2024. L'Europe est un petit peu... Alors je pense qu'elle fait face à ce choc énergétique et elle a besoin de faire un pivot sur ses sources d'approvisionnement et sur le coût de l'énergie. Donc on voit très bien qu'il y a des décisions qui sont prises par les entreprises en termes d'investissement, en termes de localisation, qui sont guidées par le coût de l'énergie. Or le coût de l'énergie est beaucoup plus faible aux États-Unis et donc c'est un souci pour l'Europe. Oui, donc de nouveau là on alimente votre pierre, la pierre qui tourne, la roue qui tourne vers un décrochage européen. Est-ce que la crise de la dette, est-ce que le niveau de dette de la France, son niveau
de dérapage budgétaire. Est-ce que ça vous inquiète, Pierre-Olivier Gourin-Chasse? Est-ce que vous dites qu'il faut vraiment que l'Europe retrouve sa discipline budgétaire maintenant? Et surtout la France. Alors il est très important effectivement de retrouver une discipline budgétaire. Il faut toujours garder à l'œil que les marges budgétaires sont très importantes pour pouvoir faire face aux chocs. Et dans ce monde que nous avons décrit, qui est un monde de chocs qui s'empilent les uns sur les autres, qui sont plus persistants, qui sont imprévisibles, il faut avoir un petit peu une attitude de précaution, il faut avoir un petit peu des marges de manœuvre. Or, à la suite de la pandémie, de la crise énergétique, ces marges de manœuvre, elles ont été érodées. Donc il faut les reconstruire. Il faut remettre les finances publiques sur un sentier qui est quand même un sentier un peu plus vertueux. Dans le cadre de la France, nous, au FMI, on a été très clair. On a dit que il y a d'une trajectoire budgétaire qui prévoit un retour vers 2,7% de déficit en 2027. On dit, avec les politiques actuelles, non, il faudra en faire plus. Il faudra certainement resserrer un petit peu plus. Ça ne veut pas dire de l'austérité, mais il faudra quand même un peu se saisir du sujet et s'orienter vers un redressement un peu plus strict des finances publiques. C'est très important. Est-ce qu'en un mot, mais juste, est-ce que lorsqu'on voit les montants colossaux d'investissement nécessaires pour cette transformation écologique, pour vous, c'est plutôt une inquiétude, au regard notamment du niveau de dette existant, ou au contraire, c'est plutôt une chance? Évidemment, c'est une nécessité. Alors, vous terminez sur le bon point. C'est une nécessité, donc on ne peut pas se poser de la question de savoir s'il faut le faire ou pas. Il faut le faire. Après, effectivement, ce sont des montants très importants. Ce sont des montants... Vous l'avez chiffré au niveau du FMI ? Alors, on a des chiffres, mais je ne vais pas vous les donner là. Mais ce sont des montants très importants. Comment faire? Donc il y a une équation budgétaire qui est compliquée parce qu'on voit bien qu'on a des marges qui sont réduites, la croissance est plus faible, les taux d'intérêt sont plus élevés, et puis on a ces dépenses supplémentaires. Bon, ce qui va être très très important, c'est de réfléchir aussi à des modes de financement. Ah oui. Bon, il y a un mode de financement qui saute aux yeux de tout le monde. C'est le financement par un prix carbone. Le prix carbone, c'est une manière à la fois de donner les bonnes incitations sur les comportements, les bonnes incitations aux acteurs pour la transformation industrielle, et aussi de lever des recettes budgétaires qui permettent de faire de la redistribution et qui permettent de faire en sorte que les plus vulnérables ne soient pas frappés les plus durement par la remontée du prix de l'énergie. Ouais. En un mot, 2024 sera pire ou mieux que 2023 ? Un tout petit peu moins pire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Olivier Gourin-Chasse. On aurait pu continuer. Merci beaucoup.